Bonjour, merci pour cette introduction. Je remercie également le 5ET de m'avoir invité pour présenter donc, les batteries en termes de moyens de stockage donc dans le mix énergétique. Donc, je reviens en arrière. Okay. Donc, 3 points pour la présentation. Donc, l'évolution du marché des batteries, ensuite les solutions techniques industrielles et ensuite les perspectives pour conclure. L'évolution du marché des batteries, c'est pour montrer que les batteries, c'est une technologie déjà très mature. Alors les batteries au sens large, c'est très mature. Les premières batteries, c'est 1700 et quelques avec les piles Volta, ensuite les différentes batteries plomb. Donc ça, c'est extrêmement ancien. Il y a une révolution plus récente qui ont été les batteries lithium-ion. La première batterie lithium-ion Sony, c'est 1991. Et ensuite, ces batteries se sont déployées dans le monde, je dirais, du portable. On a tous des batteries lithium-ion dans nos smartphones. Et ces batteries-là aident à l'émergence, je dirais, des énergies renouvelables ou sont en complément, parce qu'avec leur très forte capacité de cyclage, elles permettent de faciliter l'intégration des énergies renouvelables. Donc ici, le premier transparent permet de montrer cette évolution en termes de marché. Donc là, il y a deux analystes, un analyste français, donc Avicent, et un analyste japonais, P3 Corporation, donc qui présentent donc des études de marché qui permettent de se rendre compte des volumes. Donc au niveau global, Avicent montre que le marché global des batteries, c'est 50 milliards de dollars. Donc avec une forte composante qu'on appelle SLI, ce sont en fait les batteries de démarrage de véhicules. Ensuite, on a d'autres composantes qui sont les composantes industrielles, automotives. Donc là, ce sont des marchés en émergence. Et ensuite, des nouvelles applications. Donc, pour les applications portables, ce que montre Takeshita, P3 Corporation, j'essaie de trouver le bouton. Okay. Ce sont ici donc la croissance du marché du portable. Donc on voit régulièrement à partir de 91, donc je dis c'est cette fameuse date des premières batteries lithium-ion, qui ont remplacé les batteries traditionnelles alcalines et qui ont vu une croissance du fait de la croissance des téléphones, des tablettes, etc., donc de tous nos outils nomades, et maintenant avec une certaine croissance, une prospective de marché relativement plat pour les années à venir, du fait des équipements. Et ce que présente Takeshita, c'est de se dire, messieurs, les industriels de la batterie, et lui parle en particulier à ses confrères asiatiques, donc des fabricants de batteries portables, le vecteur de croissance maintenant qui arrive, ce sont les véhicules électriques, et avec une croissance importante du marché, et donc qu'il fait démarrer à partir de 2011-2012, et sur lequel il voit donc une croissance extrêmement importante de l'ordre de 10% par an pour le domaine des batteries. Donc actuellement, le domaine du portable, c'est de l'ordre de 15 milliards de dollars. Et on voit, à partir de 2020, on arrive à peu près à 30 milliards de dollars en termes de marché du domaine batterie, en cumulant le portable et puis l'automotive. Au niveau industriel, il traite assez peu de l'industriel. Donc une seconde étude de marché, donc là c'est un confrère américain, Navigant, avec Anissa Dehama. Donc elle, ce qu'ils étudient davantage, ce sont les marchés des énergies renouvelables, ce qu'on appelle ESS, Energy Storage System, et ils montrent l'évolution du marché des ESS, que nous on considère comme un moyen un relais de croissance à moyen terme. C'est-à-dire que l'électrification des véhicules, c'est parti, Renault Zoé, etc. Donc là, il y a énormément de véhicules électriques existants, avec des projets de très grosses usines de batteries. Et les ESS, les ESS, eux, ont déjà commencé. Et là, c'est, on va dire, au niveau industriel, nous, on parle plutôt de relais de croissance à moyen terme. De la même façon, avec des niveaux de marché extrêmement importants, là, ça correspond à
1 à 4 milliards de dollars. Donc il y a des prospectives en termes de marché au niveau des batteries qui sont extrêmement importantes. Donc sur une technologie mature, la technologie existe depuis 1991, elle s'est déployée dans le portable, maintenant elle se déploie dans l'industriel. Donc on est sur des technologies très matures et ça va se déployer donc sur tout ce qui nous réunit ici, c'est-à-dire les énergies renouvelables et puis globalement également la mobilité décarbonée. Donc ici au niveau du stockage pour les énergies renouvelables, on voit le scénario, la prévision de Navigant sur l'intégration des différentes technologies de stockage. Bien sûr, il y a une multitude de différentes technologies. Et en termes de technologie, si on regarde un horizon 2020, donc là on voit ici les solutions apportées par l'hydrogène. Là c'est les batteries redox. Ici ce sont Advanced Lead Acid Batteries. En fait ce sont des batteries plomb qui vont être dédiées à ces marchés qui sont plutôt de stockage. Ce ne sera pas nos batteries de véhicules, mais basiquement, on parle de la même chimie, donc qui sont toujours présentes. Ici, on voit une part de marché très significative pour les batteries lithium-ion. Ensuite, là, on parle de mégawatts. On voit également tout ce qui va être donc, le pompage hydraulique, avec les réservoirs aval et amont. Et puis également, on voit les batteries sodium-soufre qui ont démarré plus tôt, puisque avec NGK, il y a une production déjà qu'il y a plusieurs années sur ce type de batterie qui est utilisé dans les ESS. Donc on voit qu'il y a une diversité donc, de solutions de stockage, et dans cette diversité, les prospectives sont, on en a tous parlé, il y a besoin de stockage, alors on va essayer de le minimiser pour minimiser les coûts des infrastructures, etc. Mais néanmoins, il y a besoin de stockage. Nous, on a déjà beaucoup de projets dans tout ce qui est îles, etc., où on a besoin à ce moment-là de stockage, puisqu'on ne peut plus interconnecter les systèmes de production. Et dans ce panorama, il y a une forte pénétration du lithium-ion du fait de ses coûts, qui sont abordables, du fait de sa flexibilité. Enfin voilà, c'est une technologie qui apparaît complètement. En termes de batterie lithium-ion, alors pareil, batterie lithium-ion, c'est un mot générique. C'est-à-dire on parle de batterie lithium-ion comme on pourrait parler de moteurs. Il y a des moteurs électriques, il y a des moteurs thermiques, etc. Donc sans aller plus loin dans ce comparatif, il faut savoir que derrière le lithium-ion, il y a différentes technologies. Surtout, on parle beaucoup des technologies des électrodes positives. Une batterie, c'est 2 électrodes, différence de potentiel, on a une tension, etc. Ça donne de l'énergie. Donc si on regarde les énergies, excusez-moi, si on regarde les matériaux au niveau de l'électrode positive, donc au départ, on voit que c'était beaucoup des bases cobalt qui sont utilisées dans nos batteries de téléphone, etc. Il y a une première raison pourquoi ces matériaux ont reçu une certaine compétition, c'était le prix du cobalt. Le cobalt est un matériau coté qui peut avoir des prix extrêmement variables. Et donc, pour des raisons de réduction de coûts, on voit apparaître ce qu'on appelle le NMC, nickel, manganèse, cobalt, qui réduit le taux de cobalt avec d'autres métaux qui vont être moins onéreux. On voit aussi l'apparition, donc le NCA, qui est une technologie bien connue et extrêmement robuste, le LMO, et on voit également apparaître le LFP. Alors le LFP, c'est le phosphate de fer. Donc le phosphate de fer, pareil, il y a eu beaucoup de communication sur le phosphate de fer, comme quoi, parce que c'est un matériau plus stable. Mais ce que l'on voit, c'est que finalement, le LFP va bien sûr prendre des parts de marché, mais va rester en compétition avec d'autres systèmes. Pour une première raison, c'est qu'au niveau d'un système batterie, aucun système n'est complètement sûr. Malgré tout, on a de l'énergie, etc. On peut même faire brûler une batterie plomb, il n'y a aucun souci. Donc ça apporte des avantages au niveau sécurité, mais ce n'est pas une sécurité 100%. Et puis, ce sont des batteries avec des performances en énergie massique et volumique qui vont être inférieures, spécifiques massiques volumiques qui vont être inférieures. Donc, il y a toujours un trade-off de choix de la meilleure solution dans le meilleur système. Donc ça, c'est traditionnel dans les batteries. C'est que finalement, on va se retrouver non pas avec une solution unique, mais avec une variété de solutions et avec un optimal, je dirais, pour chaque type d'application. On n'est pas sur un optimal en disant, voilà, il y a une batterie lithium-ion, c'est cette batterie lithium-ion qu'on va retrouver dans notre téléphone portable, dans notre voiture, sur les ESS, etc. Non, il y aura une certaine variété de technologies. Donc, pareil pour l'électrode négative. Alors ensuite, au niveau des prix des éléments, si on veut utiliser un référentiel, le référentiel des éléments portables, donc là, on est purement au niveau des éléments, pas d'un système batterie. Le prix des éléments portables, aujourd'hui, 18650, on est à 250 à 300 $ par kilowattheure. Ce sont les prix des éléments. Alors, quand on parle de système industriel,
là, c'est pareil, j'ai introduit la notion de système. Donc à ce moment-là, on va avoir besoin, ça va dépendre de l'environnement. Si je parle d'une batterie pour une ferme solaire, on met ça dans un container, etc. Donc il va y avoir des infrastructures, des interfaces mécaniques, des interfaces électroniques. Donc ce qui fait que le prix va être modulé suivant le volume et la technicité des interfaces qu'on aura à mettre en œuvre dans les systèmes batteries. Donc là, ce prix-là peut servir un peu de prix de référence et après, c'est du cas par cas, suivant le volume, suivant la technologie qu'il faudra intégrer dans la batterie à développer. C'est des prix qui, quand on regarde ce prix-là, et quand on rappelle un peu ce qu'on avait il y a 10 ans ou même 5 ans, en 2010, en 2010, le prix des batteries industrielles était donné à 1000 $ par kilowattheure. Et par exemple, on disait que les véhicules électriques à 250 kWh au kilo, ils allaient être rentables économiquement. Donc on est revenu en 5 années, on s'est abaissé autant que les prévisions, voire plus que ces prévisions qui nous semblaient extrêmement optimistes pour nous, producteurs de batteries. Il y a eu des réductions de coûts extrêmement importantes. Les solutions techniques industrielles, donc là c'est également pour montrer donc, les capacités de production. Donc en 2011, Saft a annoncé donc, la production, une usine de Jacksonville qui a été construite en Floride et qui a une capacité de production en termes de chiffre d'affaires, de revenus, de 300 millions de $. On a réalisé les premiers conteneurs en 2012. Donc ce sont ces batteries qui représentent à peu près 1 mégawatt, 1 mégawattheure, pour donner des ordres de grandeur. Donc ça, voilà, ça fait déjà 2 ans, donc une usine. Je vais un peu plus loin, il doit y avoir peut-être des choses que... donc on a également ce qui est caché là en 2013. Donc on a également une usine à Nersac, qui est juste à côté, ce qui est à Angoulême, qui a une capacité de production de 100 mégawattheures par an de lithium-ion. Donc on a également une forte capacité de production tout près d'ici, à Angoulême. Et dans le monde, on a eu 10 à 12 milliards de dollars d'investissement pour la batterie, pour la production de batteries lithium-ion entre 2012 et 2015. Donc ce sont des investissements déjà assez gigantesques et qui vont garantir une amélioration incrémentale des performances. Quand je dis incrémentale des performances, ça va être des performances intrinsèques, mais ça va être également des coûts, etc., qui font qu'on a des réductions de prix qui sont extrêmement rapides. Je vais terminer. Donc ici, ce sont les solutions pour vous montrer quelques solutions. Donc là, c'est une famille d'éléments Saft, lithium-ion, suivant les capacités. Donc ce sont des batteries, des éléments de 4 volts et qui ont entre 6, on va dire, sur cette famille-là, entre 6 et 80 ampères-heure. C'est une mise en module. Donc une mise en module, ça intègre une partie électronique et une partie mécanique. Quand on fait du système batterie, Saft a changé quand même de métier, passé d'un métier de chimiste et intégrateur, de mécanicien, à un métier de système batterie. Dans la société, aujourd'hui, il y a plus d'électroniciens que de chimistes, largement. Donc, il y a ce changement de métier du fait, je dirais, que les éléments lithium-ion, maintenant, parlent de système batterie, puisqu'ils sont gérés par une électronique. Et on peut aller au-delà avec l'intégration de convertisseurs. Donc ici, ce sont des modules qui sont produits par Nersac, donc tout près d'ici, en Angoulême. Et là, c'est une vue de l'usine de Nersac, donc, qui produit les éléments lithium-ion. Donc cette usine-là a produit donc, les premiers éléments, les éléments utilisés par la Mercedes classe S, qui était le premier véhicule utilisant des batteries lithium-ion, premier véhicule hybride dans le monde utilisant des éléments lithium-ion. Donc ça fait déjà 4 ou 5 ans. Donc ils sont produits à Nersac. Les perspectives. Alors, je vous ai dit, on a une technologie mature. Je termine. Donc, on a une technologie mature. On dit qu'on connaît notre cadre dans les 10 prochaines années. On sait quels matériaux on va utiliser, etc. Donc, on est dans des termes maintenant de marché industriel, etc., de coûts, de systèmes. Ensuite, si on veut regarder à plus long terme, il y a encore des enjeux. C'est-à-dire que dans le monde du lithium-ion, on a changé de paradigme. Et donc, dans le monde du lithium-ion, on va utiliser des matériaux qui vont être ici pour la positive, ici pour la négative. Donc là, voilà, c'est des choses un peu techniques. Mais ici, on peut voir une potentialité qui n'est pas encore
résolu, je dirais, parce que les verrous sont extrêmement nombreux, extrêmement complexes, sinon ça aurait déjà été fait. Mais on voit que cette filière de lithium-ion qu'on appelle de façon générique, dans les 10, 20 ans, 30 ans à venir, on aura encore des solutions qui permettront d'améliorer les performances. Hein, on va dire que dans les 10 ans à venir, les solutions existent, sont matures, sont en production, mais c'est certain que dans 20 ans, on vous parlera également d'autres évolutions qui seront apportées par les différentes recherches qui sont menées. Je vous remercie.